wo gefallen ist ein Spritz von unser Blut, sprotzen wird dort unser Gewurre, unsere Mut. Es wird die Morgensonne begilden uns dem Heint, und wo gefallen ist ein Spritz von unser Blut, sprotzen wird dort unser Gewurre, unsere Mut. Es wird die Morgensonne begilden uns dem Heint. Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons avec plaisir ce soir pour une nouvelle émission en partenariat avec le Chouk Benogros et l'Ilmod. Et le thème de ce soir que nous avons choisi, c'est la survie dans la tourmente. Le thème s'imposait dans la mesure où nous sommes proches de Yom HaShoah et donc que nous voulions marquer à notre manière cet événement. Quelles étaient les dates qui pouvaient se présenter à nous? Eh bien, il y avait tout d'abord la date proposée par le rabbinat français après la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont choisi le premier jour des Slichot Ashkenaz, c'est-à-dire 3-4 jours avant Rosh Hashanah. Et ceci pour le rabbinat français. Le rabbinat israélien avait choisi une autre date, le 10 Tevet, pour la prononciation, pour la commémoration collective du Kaddish, par un Kaddish Aklali, de ce moment-là, de la mémoire de tous les déportés. Le Parlement israélien, la Knesset, en votant une loi dès le début de son existence, a voulu marquer la cérémonie de Yom HaShoah une semaine avant Yom HaZikaron, qui est le souvenir des soldats d'Israël. Et par cette date-là, eh bien, nous marquions ainsi, nous voulions marquer non seulement la mémoire de tous les déportés, mais aussi de tous les actes héroïques qui ont été accomplis durant cette période-là. Entre autres, il faisait allusion, eh bien, à la révolte du ghetto de Varsovie, qui a eu lieu tout de suite après Pessah et qui était en 1943. J'attire votre attention sur le fait que depuis que nous sommes revenus en Israël il y a à peu près 70 ans, 73 ans, il y a eu un développement d'activités et de commémorations qui sont spécifiques au peuple d'Israël, justement pendant cette période du mois de Iyar. Si vous faites attention, il y a le mois de Nissan, Iyar, Sivan, 3 mois qui marquent le début de l'année juive. Nissan qui correspond à Pessah et Sivan qui correspond au don de la Torah. Et donc, 2 grands moments forts du judaïsme, de la Torah. Maintenant, au milieu, le mois de Iyar paraît un petit peu le parent pauvre, si je puis m'exprimer ainsi. Pourquoi? Parce qu'on a devant nous des mitzvot importantes avec Pessah, Shavuot, et puis tout d'un coup, au milieu du mois de Iyar, la seule mitzvah qui existe, c'est la Sfirat HaOmer, c'est-à-dire de compter tous les soirs et d'avancer progressivement au Matan Torah. Et c'est pendant ce mois-ci, en fait, où nos Chachamim nous disent la chose suivante: il nous faut travailler nos midot, nos qualités humaines, faire en sorte que nous méritions le don de la Torah. Et donc, chaque jour, chaque qualité qui nous est demandé de travailler nous permet de nous rapprocher de ce but-là. C'est une première idée. La seconde idée, eh bien, c'est que tout d'un coup, depuis, je prends Yom HaShoah qui a été fixé par la Knesset, puis Yom HaZikaron qui est le souvenir des soldats qui sont tombés, puis Yom HaTzmaout, la date de la libération, puis enfin la date de Yom Shirou Yerushalayim, la libération de Jérusalem en 1967, le mois de Iyar prend une dimension non plus individuelle, mais une dimension collective. Et donc, c'est ça qui change totalement la donne, qui fait que ce mois-ci qui paraissait un parent pauvre devient un mois avec des expressions et des sentiments qui sont nationaux, qui sont en train de se développer à ce moment-là précis de l'année. Et donc, ceci déjà pour expliquer notre situation. On comprend ainsi que je prendrai simplement à titre d'allusion, pas plus que ça, mais c'est une allusion qui est quand même intéressante. Le mot Iyar, qui est composé des lettres Aleph, Yud, Yud, Resh, en fait, sont les acrostiches de Aleph, Yud, Eretz, Israël, et Yud, Resh, les 2 dernières lettres, qui sont les acrostiches de Yerushalayim. Et donc, dans le mot même Iyar, on a la racine de ces 2 grands moments, de ces 2 grands événements qui sont, d'une part, la fête de libération, d'autre part, et la libération de Jérusalem. Voilà. Alors ça, c'était par rapport aux dates où je me sentais l'obligation de vous préciser pourquoi nous marquons à ce moment précis Yom HaShoah, si on peut appeler ainsi, et on parle de survie dans la tourmente. Alors, une précision, c'est qu'habituellement, on présente
la Shoah et les différentes cérémonies, elles se situent toujours en Pologne, malheureusement, parce que c'était là le lieu des mahanés, des camps, et je comprends très bien, mais notre but ce soir, de présenter une autre forme, un autre aspect de la Shoah, le quotidien des Juifs pendant la Shoah. Et je dois vous raconter, en fait, mon expérience personnelle, où lorsque j'étais dans les chirurgies de bâté-assoir, c'était dans les prisons, on a eu l'occasion de faire un voyage en Pologne. Et là, nous avons visité des anciennes communautés, des anciens cimetières et les camps d'extermination. Mais ce qui m'a marqué le plus et qui m'a profondément choqué, c'était cette histoire que je voudrais vous raconter. C'est une histoire de Tykocin. Tykocin est une petite ville dans le nord-est de la Pologne et qui accueille à peu près, à l'époque, il y avait plus de 400 ans d'activité. On peut imaginer une vie juive florissante. Avant la Shoah, les Juifs représentaient 40% de la population et ils vivaient en bonne harmonie avec les autres membres de la ville. Dès le début de la guerre, cette région fut sous influence, c'est-à-dire sous occupation de la Russie jusqu'en 1941. Et là, les Juifs n'ont subi aucune vexation ou attaque particulière. Par contre, les Allemands interviennent le 16 août 1941, c'est pour des raisons historiques, et les Allemands récupèrent les zones qui étaient sous le protectorat, sous protection des Russes. Et donc, vous allez voir qu'en une semaine, la donne change totalement pour la communauté juive de Tykocin. Le 16 août 1941, les Allemands envahissent Tykocin. Dans la forêt Loporava, qui est la forêt voisine à 3-4 km de là, les nazis creusent 3 fosses. On ordonne aux Juifs de se présenter sur la place du marché, soi-disant pour une répartition du travail, afin de vous répartir dans différents camps. Il faut savoir qu'est-ce que vous allez faire, ainsi de suite. En fait, la volonté de la Gestapo est très simple. Ils arrêtent tous les hommes. Dès les premières heures de la journée, les hommes furent amenés dans la forêt et 1400 personnes sont tuées sur place et enterrées vives sur place. Voilà, c'est la première chose, ce premier jour. Ce n'est pas terminé. Dans la suite de la journée, femmes et enfants furent conduits devant la deuxième fosse. Et cette fois, 700 personnes furent assassinées. Et vous pensez qu'ils se sont arrêtés là? Non. Il y avait une troisième fosse pour les gens qui, par hasard, n'avaient pas été arrêtés pour la première fosse ni la seconde fois. Et donc, c'est à ce moment-là où, au bout d'un jour, le 25 août, entre le 25 août et le 26 août, où la communauté de Tykocin fut réduite à néant. Pour moi, lorsque j'ai entendu cette histoire, bien sûr que j'ai entendu l'histoire et les événements et ce qui s'est passé dans les mahanés, dans les camps, mais le fait de voir qu'une communauté juive qui a vécu 400 ans dans un endroit disparaît de la carte en un jour par l'action des nazis, c'était pour moi un événement tout à fait incroyable, incroyable. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous y avons une délégation. Nous avons donc continué. Nous sommes allés dans cette forêt, nous recueillir. Nous sommes allés dans cette synagogue. Et là, j'ai bien évidemment fait une prière à la mémoire de toutes les victimes. Et j'ai sonné du chauffard. Une chose étonnante se produisit alors. Dès la première tekiya, la première sonnerie, on entend un écho. Chacune des sonneries reçut une réponse. Nous avons ressenti que les murs résonnaient et nous répondaient. Et la voix des fidèles de la communauté de Tykocin à travers les âges s'unissait à nos prières. Nous avons entendu alors les cris, les pleurs, les joies et les espoirs de tous les fidèles qui avaient disparu. Par la sonnerie de ce chauffard et cet écho de ce chauffard, j'avais le sentiment d'entendre ainsi les prières de tous les qui étaient encore dans les murs de cette synagogue. Et plus fort que la mort, notre peuple a retrouvé la vie comme le prophète Ézéchiel l'a écrit dans la vision des Hatzamot Yeveshot, c'est-à-dire la vision des ossements desséchés. Il écrit la chose suivante, le prophète, « Voici que je rouvrirai vos tombeaux. Je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai au pays d'Israël. Je mettrai mon esprit en vous, vous serez vivifiés, je vous ferai reposer sur votre sol et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » À ce moment précis, l'ensemble de la délégation a ressenti avec intensité les paroles du prophète Isaïe qui disait « La pérennité d'Israël ne sera jamais démentie. » Les nazis ont planifié la destruction du peuple juif, ils ont réduit en cendres 6 millions de nos frères,
mais leurs âmes resteront vivantes à tout jamais dans le faisceau des âmes. Le propos de cette soirée est de rendre hommage tout d'abord à toutes les victimes de la barbarie nazie, mais aussi à tous ceux qui ont vécu cette période au quotidien pour essayer de survivre. En deux mots, nos parents, nos grands-parents. Dans la hantise d'une dénonciation de la part des voisins, vivre dans cette angoisse permanente de se dire on peut être dénoncé par la personne qui habite à l'étage au-dessous, tout en gardant leur dignité et restant fidèles à un héritage de plus de 3000 ans. Certains ont pris une part active dans la lutte, ils étaient dans l'armée ou dans la résistance, d'autres sur le plan spirituel, et ils ont tenu à maintenir les mitzvot contre vents et marées. Cette soirée, Survie dans la tourmente, vous présente des témoins ou des enfants de témoins. La première personne que nous entendrons, la première témoin, c'est Evelyne Marx, qui nous présentera le quotidien d'une famille sous l'occupation allemande en France, d'Insemain, un petit village en Lorraine, à Montauban, dans le Lot-et-Garonne. Ça sera notre premier témoignage. Le second témoignage, ce sera le professeur Jean-Marc Chouraki, professeur aux universités d'Aix-Marseille, qui évoquera l'histoire de son père. Il n'est pas lui-même témoin, mais le fils du témoin. Et donc, son père, Sidney Chouraki, interné dans les camps en Algérie, puis a rejoint la 2e DB commandée par le général Leclerc et a participé au débarquement de Normandie. Alors, à ce titre, je voudrais vous attirer votre attention qu'il y a un professeur qui s'appelle Jacob Olliel, qui a écrit un article « Les camps de Vichy en Afrique du Nord, 1940-1944 », que vous pouvez consulter dans la revue de l'histoire de la Shoah. Et là-bas, il précise que les mesures prises par Vichy vis-à-vis des Juifs d'Algérie ne se limitaient pas à ce que nous savons, à savoir renvoi des fonctionnaires, numerus clausus pour les étudiants, le port de l'étoile jaune, perte de la nationalité française avec mention juif indigène, mais aussi des internements administratifs. Et alors voilà que dans cette réchima, dans cette liste qu'il établit, je trouve le 27 juin 1941, 16 commerçants juifs d'Alger, d'Oran et de Constantine, accusés, à tort bien évidemment, de spéculations illicites et qui furent arrêtés sur ordre du préfet et emprisonnés pendant plus d'1 an dans le Sahara. Dans cette liste apparaît Édouard Guenassia, mon grand-père, et Salomon Morali, mon oncle. Et donc c'était par hasard que je découvrais en fait une part de l'histoire de ma famille dans la grande histoire, l'histoire du clan et de la communauté d'Israël. Il faut savoir que de nombreux Juifs d'Algérie prirent part à la libération de la France et du joug allemand dans l'armée française, et les uns et les autres ont pris part dans cette partie de la guerre, donc avec les armes pour libérer le territoire, mais surtout pour éloigner le danger nazi et réduire à néant. Le troisième intervenant, il nous vient de New York, c'est le professeur Harry Afilalo, et on parlera de résistance spirituelle avec notre invité. Il mettra en exergue une dimension particulière peu connue, les responsables, c'est-à-dire les Shelot Tshuvot, du Rav Ephraim Oshri Zal, qui dans le ghetto de Kovno, a répondu aux questions d'éthique, aux Shelot Tshuvot, que les gens pouvaient leur poser. C'est ça qui est phénoménal. On vit les choses les plus incroyables et cela dit, on reste humain. Dans l'inhumain, on reste humain et on continue à se poser des questions au niveau de la halakha. Comment dois-je me comporter? Est-ce que j'ai le droit de faire de telle sorte et de telle sorte? Eh bien, nous rapportera ces Shelot Tshuvot qui ont été posées à ce moment-là. Notre quatrième intervenant, ce sera le Rav Ebi Vengort, qui nous parlera de l'action de son père, le Rav Shaul Vengort, pendant la guerre, mais cette fois en Suisse. Car vous l'avez compris, nous avons choisi comme thème la France, l'Algérie et la Suisse, des pays francophones qui ont connu un quotidien au moment de la Shoah différent et qui est intéressant d'analyser avec les uns et les autres. Alors, sachez qu'en Suisse, à l'époque, je ne m'étale pas trop parce que nos conférenciers le feront, on parlait de la barque est pleine, c'est-à-dire que c'était une expression que les autorités fédérales aimaient à utiliser pour expliquer que la Suisse ne peut plus accueillir de réfugiés. Et je lisais un article qui disait qu'il y avait plus de 10 000 personnes qui n'avaient pas été reçues, mais je suis sûr que nos conférenciers nous diront que c'est énormément, il y a beaucoup plus de gens qui ont été retenus aux frontières de la Suisse et qui n'ont pas pu rentrer en Suisse. En tout cas, il me fait plaisir de rappeler la mémoire de M. Gustave Dreyfus Zal, qui était président de la communauté juive de Lausanne et qui a accueilli de nombreux juifs pendant la Shoah. Mais enfin, une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est le travail d'un homme qui a agi à un moment donné, et ce sera le
propos du Rav Avraham Weingart de nous parler de l'action de son père, Rav Shaul Weingart Zatzal. Enfin, le dernier intervenant, et non des moindres, puisqu'il est guide spécialiste de la notion de toute la Shoah vis-à-vis de Yad Vashem, qui est spécialiste aussi dans toute l'Europe pour toutes ces questions de Shoah, eh bien, c'est Shlomo Balsam qui nous apportera en tant que président de l'association Alumim. C'est une association des enfants cachés pendant la guerre. Je ne connaissais pas. Et donc, j'ai découvert, en fait, c'est tout un travail. Il nous parlera la course contre la montre nazie. Alors, c'était au moment où je me dois de vous remercier des intervenants. André Storin, qui est présent ici, qui est ancien Khazan de Nancy, qui a été le Khazan de ma jeunesse, qui a été lui-même recueilli pendant la guerre, après-guerre, donc a eu toujours le souci de transmettre aux jeunes et aux moins jeunes cet amour et du chant et d'amour en même temps de la Torah, qui nous chantera El Malé Rachamim. Merci à Shmuel Lasri, mon gendre, pour la technique, à Johan de Lilmod, qui participera dans quelques minutes, à Patrick Lévy pour la préparation de ce Zoom. Mais cette soirée est pour nous l'occasion de rendre hommage aux générations précédentes qui ont vécu la Shoah et qui n'ont cessé de transmettre leur attachement au judaïsme et à Israël. Je termine en précisant que si vous voulez, vous pourrez transmettre à vos amis que sur YouTube, L'Île Mode France ou Survie dans la tourmente, vous pourrez revoir toute l'émission de ce soir qui est retransmise tout à fait en direct. Je vais repasser tout de suite la parole à Shmuel pour que nous puissions voir un extrait, vous allez le comprendre, en fait, de cette période où j'étais avec cette délégation, j'étais dans cette forêt et puis après dans cet endroit. Merci à vous. Nous allons maintenant tout de suite écouter le témoignage d'Evelyne Marx, ma belle-mère, qui habite Strasbourg actuellement et qui a enregistré son message. Nous allons l'écouter. Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous raconter comment ma famille a été chassée par les Allemands en août 1940. Nous vivions à Hinsmain, un petit village, où mes parents possédaient une belle maison et un commerce où l'on trouvait à peu près de tout. Nous étions 3 enfants. J'étais l'aîné, 5 ans, 4 ans et 18 mois, ainsi que ma grand-mère maternelle. Nous sommes donc arrivés à Blamont, près de Nancy, pensant être à l'abri des envahisseurs, dans une petite maison. Quelques jours après notre arrivée, les Français ont fait sauter un pont pour empêcher les Allemands de rentrer dans la ville. Le pont se trouvait près de notre maison et pour éviter le bruit de la déflagration, nous nous sommes réfugiés dans un réduit jouxtant la maison. Le pont a sauté, mais hélas, notre maison, avec tous nos biens, s'est retrouvée dans un immense cratère. Nous n'avions plus rien que les vêtements que nous portions. Papa a tenté de creuser, mais en vain. La seule chose qu'il put sortir à coups de pioche, ce fut la machine à coudre de maman. Bien lui en prie, car elle permit à maman de travailler pendant la guerre et de nourrir toute la famille.
Maman a été tellement choquée, enceinte de 5 mois, elle s'est évanouie dans la rue. La mairie nous a relogés pour quelques jours. Puis nous sommes repartis et avons atterri à Dijon, qui était à l'époque en zone libre. Mon petit frère est né le 5 janvier 1941 dans une ville où nous ne connaissions personne. Il fallut alors trouver un Moël, ce qui ne fut pas chose facile. Au bout de 4 semaines, nous en avons déniché un à Paris qui a accepté de venir à Dijon, mais repartait aussitôt après la Mila. Dieu merci, tout s'est bien passé et le bébé a bien grandi. Entre-temps, Dijon est devenue zone occupée et mes parents ont refusé de porter l'étoile jaune. Il fallut repartir. Trouver un passeur qui nous fasse passer la ligne de démarcation en fraude fut véritablement un exploit. Entre-temps, nous avons retrouvé par hasard 2 sœurs de ma grand-mère, évacuées de leur village d'Alsace et complètement perdues. Maman les ramena à la maison et elles firent partie de la famille. Le jour du départ fut épique, car une famille de 9 personnes ne passait pas inaperçue. Le passage en zone libre fut un véritable cauchemar pour nous tous. Papa est parti en avance. Grand-mère a traversé la ligne en camion avec les bébés et le reste de la Puis ce fut l'arrivée à Montauban, après des jours et des jours d'un voyage épuisant. Il fallut trouver un appartement, du travail, mais surtout échapper aux Allemands. Un soir, papa n'est pas rentré. Nous étions très inquiets. Il avait été arrêté par la Gestapo et emmené à la commandanture. À sa grande surprise, il reconnut le planton, un copain d'enfance de Fénétrange. Aussitôt, celui-ci l'emmena à l'écart et lui montrant une porte, lui dit de filer aussi vite que possible. Ce fut un véritable miracle. Les rafles dans la ville devinrent de plus en plus fréquentes. Aussi, mes parents décidèrent de se cacher. Mais nous étions très nombreux. Les patrons de papa nous avaient donné une cabane dans un verger, sans eau, sans électricité naturellement, mais nous étions à l'abri. Mais avec 4 enfants, ce fut trop difficile. Aussi, ma sœur et moi avons été placés dans un couvent où les sœurs cachaient des enfants juifs, surtout des étrangers. Nous suivions tous les offices, mais le soir dans nos lits, nous récitions le Hamal Haragoel. Les sœurs étaient d'une extrême gentillesse. D'ailleurs, en septembre 2012, j'ai été invitée au dévoilement d'une plaque du souvenir dédiée aux sœurs du couvent des Dames Blanches. Puis vint la libération, mais la guerre n'était pas finie. Chaque jour avait son lot de peine, d'angoisse, de peur. Mais mes parents n'ont jamais perdu espoir, en tout cas vis-à-vis des enfants. Et grand-mère et ses sœurs lisaient chaque jour leur livre. Le retour en Lorraine fut long et harassant. Notre maison était debout, mais n'avait plus ni porte ni fenêtre. Et nous n'avions pas d'argent, pas de vêtements. Mais qu'importe, nous étions vivants et avions pu rester tous ensemble. Dans la famille, le frère aîné de papa est mort à Buchenwald et la sœur de maman a disparu à Auschwitz avec son mari, ses beaux-parents et 2 petites filles de 5 et 2 ans.
Un jour, j'ai demandé à maman pourquoi Dieu ne faisait plus de miracles comme à l'époque de Moïse. Elle me répondit que pour nous, chaque jour a été un miracle de Dieu. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup à ma belle-mère Evelyne Matt pour ce témoignage poignant et émouvant. Gefallen ist ein Spritz von unser Blut, sprotzen wird dort unser Gwure, unsere Mut.